Allez, avant d'aller traiter, la vidéo du jour va être très longue parce que je vais évoquer un sujet éminemment important, c'est le sujet du divorce. Et le divorce, euh, pour éviter donc les désastres patrimoniaux, eh bien il y a des choses à faire. J'ai d'ailleurs mon anecdote personnelle, c'est pas une anecdote d'ailleurs, hein, donc c'est plus une étape importante, une épreuve personnelle à vous raconter aussi. Euh, et donc, avant de nous parler de tout ça, on fait un petit point sur le S&P 500, hein, donc performance depuis un an, plus 31,58. Donc, si vous êtes positionné sur l'ETF S&P 500 comme mes centaines de clients maintenant, puisque ça fait bientôt 5 ans, plus de 5 ans que je propose ça, eh bien, vous êtes bien. Vous êtes bien. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, un jour vous le ferez. Alors, autant vous le dire tout de suite, mieux vaut que ça se fasse avec moi. Voilà. Voilà, je suis clair et transparent. Pourquoi? Parce que je vous accompagnerai comme vous êtes rarement accompagné. Voilà, vous serez satisfait comme tous les clients qui sont avec moi. Allez voir les avis sur Google. Et voilà, de toute façon, la majorité de mes clients me viennent majoritairement par la recommandation et aussi par les réseaux sociaux parce que j'ai pas mal de connexions. J'ai un groupe Facebook sur l'assurance vie où je parle évidemment, bien sûr, de ce placement incontournable dans son patrimoine. C'est le placement à avoir, quel que soit son âge. Si vous commencez très tôt, eh bien tant mieux pour vous. Mais il n'est jamais trop tard. Si vous avez 40 ans ou 50 ou si vous divorcez. Et on y vient donc justement à ce sujet du jour. Il y a un dossier entier qui a été traité fin novembre par le magazine Les Échos. Je rappelle que je suis abonné aux Échos et que je vous partage quasiment tous les jours des sujets divers et variés sur le patrimoine, l'argent, les finances, la vie d'une famille au niveau patrimonial. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans ce dossier? Donc, séisme familial, le divorce laisse aussi souvent, hélas, des traces profondes dans le patrimoine. Il figure même parmi les premiers motifs d'appauvrissement et en la matière, il n'existe pas de solution miracle. Mais les couples peuvent prendre des précautions pour que leur séparation ne se transforme pas en désastre financier. Régime matrimonial, partage des biens, fiscalité, ce qu'il faut savoir pour éviter le pire. Et on va aller donc décrypter deux articles. Je vous l'ai dit, la vidéo va être longue, mais croyez-moi, si vous êtes en cours de divorce, eh bien, elle va vous servir parce qu'il y a vraiment des erreurs à ne pas commettre. Si c'est peut-être trop tard sur certains aspects, eh bien, il sera toujours bon de prendre ce qu'il y a à prendre si vous êtes en cours de divorce. Donc, un premier article qui va nous expliquer comment éviter le désastre financier et patrimonial. Donc, on va nous parler effectivement de contrat de mariage, mais c'est pas quand on divorce que on va commencer à modifier le contrat de mariage, hein. Donc, ça, sur cette partie-là, c'est trop tard. Et puis, donc, on verra aussi un second article sur les conséquences fiscales inattendues d'un divorce. Alors c'est parti pour le premier. Avant que je débute, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui est en cours de divorce, envoyez-lui tous ses conseils. Et je peux vous dire que vous allez lui rendre un fier service. J'ai aussi un document à vous envoyer, un document extrêmement utile. C'est un e-book en PDF sur les erreurs à ne pas commettre quand on se sépare. Ça va donc bien au-delà des aspects financiers et patrimoniaux. Je le mettrai dans la description, mais demandez-moi par mail ce document et je vous l'enverrai avec plaisir. Il a sauvé plus d'un couple, je vous l'assure. J'ai souvent transmis ce document-là à des proches ou des moins proches. Alors, donc, les conséquences patrimoniales d'un divorce sont parfois redoutables. Pour prévenir d'éventuels pugilats, c'est lorsque les relations sont bonnes qu'il faut prendre des dispositions. Ces dispositions, et à cet égard, le contrat de mariage est un outil essentiel. Ce qu'il faut savoir, eh bien, on va le voir dans cet article-là. C'est vrai que, à longueur d'année, je fais des rendez-vous avec des clients et la majorité des Français sont ce qu'on appelle au régime légal, donc communauté réduite aux acquis. Or, ça peut être très bien, hein. Donc, moi, par exemple, eh bien, quand je me suis marié il y a plus de 20 ans,
j'ai divorcé, comme je vous l'ai dit depuis, hein, eh bien, j'avais fait un régime légal, c'est-à-dire pas de contrat. Voilà, on est amoureux, tout va bien, et le contrat, bah, de toute façon, c'est vrai que quand on est jeune, s'il y a pas de patrimoine ni d'un côté ni de l'autre, ce qui était notre cas, eh bien, parce qu'on a tout construit par la suite, eh bien, voilà, on ne voit pas où est l'utilité, sauf qu'on n'a pas non plus, au fil de l'évolution de nos situations, on n'a pas revu notre situation. Parce que si votre situation évolue, il y en a un qui va peut-être gagner beaucoup plus que l'autre, il y en a un qui va créer une entreprise, ben dès lors, il faut absolument aller voir un notaire et refaire un point de situation et mettre en place un contrat de mariage. Voilà, c'est pareil. Donc, je parle du mariage, mais on va aussi parler du Pacs. Le Pacs, sachez que là encore, j'ai encore fait récemment des rendez-vous avec des gens qui sont concubins. Je leur explique qu'en cas de drame, eh bien, le concubin ou la concubine n'est pas protégé. Hein, donc, n'est pas protégé, ça veut dire qu'elle a droit à rien, en fait. Donc, ça, c'est quand même dramatique. On peut, par un simple Pacs, maintenant c'est très simple, vous allez à la mairie, vous constituez le dossier, ça se fait très vite, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut absolument faire aussi, si vous vous engagez sur un Pacs long terme et que vous n'avez pas envie de vous marier par la suite, ce qui est courant aujourd'hui, eh bien, il faut aussi faire un testament. Donc allez voir un notaire et puis en fonction de vos situations respectives, faites un testament. Hein, donc ça coûte en fonction des notaires, on va dire 100, 150 euros, mais voilà, ça va aussi vous protéger si vous êtes pacsé. Allez, donc on va voir c'est Annelise de France qui nous a rédigé cet article. Merci beaucoup parce que le sujet est extrêmement intéressant et utile. Nombreux sont les couples qui ne se renseignent sur les conséquences d'un divorce pour leur patrimoine qu'au moment de leur séparation. Pourtant, c'est au moment du mariage qu'ils devraient le faire afin d'anticiper les problèmes qui pourraient se poser. Donc ça, c'est une avocate qui nous le dit. Cette démarche est d'autant plus importante qu'en France, 45% des mariages finissent par un divorce, hein, donc quelques chiffres effectivement statistiques, et 99% des ruptures d'union traitées en 2020 ont été soumises à une procédure contentieuse, selon les statistiques 2023 du ministère de la Justice. Donc ouais, quand on divorce, effectivement, ça se passe souvent mal. Moi, j'ai réussi à faire en sorte que ça se passe à l'amiable. Ça n'a pas été toujours facile. Mais je remercie mon ancienne femme, on se félicite tous les deux d'avoir pu terminer cette procédure à l'amiable et ne pas s'être engagé vers des procédures contentieuses, plus coûteuses, plus longues. Voilà. Et à ce titre, la signature d'un contrat de mariage apparaît donc comme un préalable nécessaire à toute union, je viens de vous le dire. Donc le régime de la communauté réduite aux acquets, selon Marie Damourette, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez 9 Lives OBC, c'est un outil essentiel pour traduire la volonté des époux dans la manière dont ils veulent gérer et développer leur patrimoine propre comme leur patrimoine commun. Encore leur faut-il trouver le contrat le plus adapté à leur situation personnelle et professionnelle. À défaut, c'est en effet le régime de la communauté réduite aux acquets qui prévaut. Ça veut dire que si vous ne choisissez pas de contrat, eh bien, il n'y a pas de contrat, c'est la communauté réduite aux acquets. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans celui-ci, au moment de la séparation, le patrimoine, qu'est-ce qui se passe? Le patrimoine du couple est partagé à parts égales entre les deux ex-époux. En revanche, tout ce qui leur appartenait individuellement avant l'union ou qu'ils ont reçu à titre personnel pendant celle-ci leur reste propre. Donc ça, c'est bon à savoir quand même. Se marier en vaut-il le coup? Ça, c'est une autre question. Mais c'est pas comme ça qu'il faut formuler la question. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce titre. Mais... Toutefois, lorsque l'un des deux investit une somme reçue par donation ou succession dans un bien présumé commun au couple, il peut s'avérer difficile pour lui de prouver à terme l'origine de ces fonds. Et oui. Et dans le cas où il n'y parvient pas, le montant en question est considéré comme appartenir aux deux au moment du divorce. Et oui. Donc là encore, c'est des erreurs qu'il faut éviter. D'où l'importance, poursuit-elle, cette notaire de Paris, de prévoir une clause de remploi afin de permettre à la traçabilité des sommes propres qu'il a investies dans la communauté. Donc ça voilà, donc des sommes que vous recevez en donation-succession, voir le notaire, clause de remploi, et puis il vaut mieux que tout soit clair dès le départ et au fur et à mesure de la route, parce que
effectivement, quand l'échéance du divorce, si divorce il doit y avoir, va arriver, eh bien, vous allez vous réjouir d'avoir fait toutes ces démarches. En cas de création d'entreprise, autre danger de ce régime, la création par l'un des époux, c'est ce que je vous disais en introduction, d'une entreprise pendant la durée du mariage, la société ainsi fondée va évoluer comme étant un bien commun. C'est ce qui s'est passé pour mon mariage. Donc on avait créé tous les deux nos sociétés. Eh bien la valorisation des sociétés, on n'avait pas refait de contrat ni l'un ni l'autre. La revalorisation des sociétés a été intégrée au contrat de mariage lors de la séparation. En cas de séparation, sa valeur est alors divisée entre les deux conjoints. Pour prévenir au maximum les difficultés sur le fonctionnement de l'entreprise, notamment dans les sociétés type SARL ou SCI, il est judicieux de prévoir que l'autre conjoint n'ait pas la qualité d'associé dans les statuts. Conseil, là, maître Grimaud. Les époux qui souhaitent éviter toute confusion de leur patrimoine et protéger les biens affectés à leur exercice professionnel ont, pour leur part, tout intérêt à opter pour le régime de séparation de biens. Souvent, quand on n'est pas en régime légal, communauté réduite aux acquets, eh bien, on est en séparation de biens. C'est celui que je rencontre aussi le plus souvent après le régime légal. Grâce à ce dernier, en cas de divorce, chacun récupère la totalité de ses biens, qu'importe le moment où ils les ont acquis, avant ou après l'union. Quant à ceux qu'ils ont achetés en indivision durant le mariage, puisque si vous êtes en séparation de biens, tout ce que vous allez acheter durant le mariage va se faire en indivision. Eh bien, ils les partagent au prorata de leur contribution personnelle à leur financement. Voilà, tout ça est plus juste. D'autres régimes hybrides existent, mais à moins de prendre quelques précautions, leurs conséquences peuvent être lourdes au moment de la séparation. Il en va notamment ainsi du régime de la participation aux acquets, lequel prévoit que durant le mariage, c'est le régime de la séparation de biens qui s'applique, mais qu'au moment du divorce, c'est celui de la communauté réduite aux acquets. Bilan, afin que l'entreprise qu'un des époux aurait fondée pendant l'union ne tombe pas dans la masse commune appelée à être divisée à parts égales entre eux, il est essentiel dans ce type de régime de prévoir une clause d'exclusion des biens professionnels. Souligne Marie Damourette, donc toujours la même que tout à l'heure. Même si, insiste-t-elle, sa mise en place ne garantit en rien son application. Donc là, vous avez une petite infographie sur les règles de partage en fonction du régime matrimonial. Je ne vais pas le lire, vous pourrez appuyer sur pause, mais c'est extrêmement intéressant et complet. Vous pourrez donc en bénéficier en appuyant sur pause. La situation d'un couple peut se transformer rapidement. Il faut donc faire le point régulièrement sur le régime choisi, quitte à en changer carrément. Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, si votre situation évolue, dès que la situation évolue, eh bien, il faut repasser un petit coup de fil à votre notaire pour lui demander si ça ne vous paraît pas le coup de faire quelque chose au niveau des modifications de contrat ou de signer un premier contrat. Alors les motifs des jurisprudences récentes estiment que cette clause constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce et qu'elle est donc sans valeur. On reparle de la clause d'exclusion des biens professionnels. Mais en mai 2024, la modification de l'article 265 du Code civil a de nouveau changé la donne en disposant que cet avantage ne peut être remis en question dès lors que les époux ont clairement notifié dans leur contrat de mariage qu'ils ne veulent pas que ce soit le cas. Autrement dit, donc, pour les conjoints ayant signé avant cette date un contrat de participation aux acquets comprenant une telle clause, il est impératif, s'ils veulent qu'elle puisse être appliquée, d'ajouter cette nouvelle mention dans leur convention matrimoniale. Donc je vous lis la totalité de l'article parce que ça me semble quand même extrêmement intéressant. Donc les problématiques de jurisprudence. Eh bien, ils ne sont pas les seuls à être concernés par ces problématiques de jurisprudence. Ceux ayant opté pour la séparation de biens subissent eux aussi aujourd'hui les conséquences d'une décision de la Cour de cassation quant aux charges du mariage, prévient un autre avocat. Selon celle-ci, tous les frais réalisés pour la résidence principale ou secondaire du couple sont désormais considérés comme des dépenses du ménage. Or, selon la loi, chaque époux est réputé participer à celle-ci au prorata de ses revenus. Cela signifie donc que si le couple achète en indivision un logement via un crédit dont l'essentiel du remboursement est assumé par un seul des conjoints, ce dernier n'aura aujourd'hui pas systématiquement droit à une créance contre
conjoint pour la prise en charge de sa quote-part de financement. Donc ça, il faut le savoir. Et ce, qu'importe le montant qu'il en a est réellement financé. D'où la nécessité, là encore, pour les particuliers mariés sous ce régime, de modifier leur contrat en insérant une clause anticipant cette situation. Un contrat, c'est du sur-mesure, hein, donc c'est un peu comme chez Axi, quand on crée une société et qu'on rédige les statuts, c'est du sur-mesure. N'allez pas recopier des statuts tout faits sur Internet, vous allez vous planter. Il faut absolument travailler avec un notaire ou avec un cabinet de gestion de patrimoine qui sait faire ça pour vous faire un contrat sur mesure. Dernière erreur enfin à éviter pour ceux qui aspirent à réussir leur divorce. Ouais, c'est bien de réussir son mariage, mais c'est aussi bien de réussir leur divorce. Et je suis content d'avoir réussi le mien, patrimonialement parlant. Ne jamais faire évoluer son contrat de mariage. Effectivement, eh bien ça, c'est ce que j'avais fait comme erreur. On a par intelligence de situation des deux côtés, évité le drame. Mais la situation d'un couple peut se transformer rapidement, tant d'un point de vue familial que professionnel. Il faut donc faire le point régulièrement sur le régime choisi, quitte à en changer carrément, préconise Maître Grimaud. Exemple, en cas d'expatriation, les contrats de mariage français ne sont pas toujours reconnus à l'étranger. Mieux vaut donc parfois, avant de partir, remplacer son régime matrimonial par un contrat de mariage international. Là encore, vous voyez, donc on n'y pense pas toujours. Si vous êtes expatrié, eh bien faites le point sur votre situation. On parle un peu des frais que ça génère. Eh bien, donc il y a des frais incompressibles. Même quand la séparation se fait en bon terme, divorcer entraîne des frais. Mais oui, bien évidemment. À commencer par les honoraires d'avocat. Même à l'amiable, hein, donc il y a quand même des honoraires. Alors c'est quand même minime, mais il faut quand même les débourser, il faut les sortir. Hein, donc qu'il s'agisse en effet d'une procédure par consentement mutuel ou non, le recours à ce professionnel est obligatoire. Hein. Je vous rappelle qu'on ne peut plus divorcer à l'amiable sans passer par un avocat. C'est devenu obligatoire. Chaque ex-époux devant avoir le sien. Si vous avez donc... non, je ne vais pas le dire. Parce que, mais il y a des astuces qui vous seront données par votre avocat. Libre à ce dernier de fixer le montant de sa rémunération en facturant ses services au forfait ou à l'heure. Alors, je vous conseille vivement de lui demander un devis et de facturer qu'il facture au forfait. Viennent ensuite s'ajouter des frais annexes dits dépens liés à la procédure en elle-même, comme le tarif d'un commissaire-priseur, s'il apparaît nécessaire de faire évaluer le patrimoine mobilier du couple, les bijoux, les tableaux, les objets de valeur. Enfin, il faut tenir compte des frais de notaire, lesquels se composent à la fois d'une taxe due au trésor public au titre du partage entre les ex-conjoints des biens qu'ils détenaient en indivision. Hein, donc ces frais de notaire, cette taxe c'est de 1,10. Aujourd'hui ça a baissé. Hein. C'est une des rares taxes qui a baissé ces dernières années. Au moment où j'ai divorcé, c'était à 1,50 je crois, et c'est tombé à 1,10. Donc ça représente 1,10%, cette taxe de la valeur nette du patrimoine qui est partagée. Donc là, effectivement, il est peut-être aussi intéressant de vendre l'immobilier avant de passer chez le notaire, pour éviter d'avoir à payer cette taxe. Il y a aussi des débours et des émoluments du notaire lui-même, bien sûr. Hein, donc c'est un travail qui est lourd, donc c'est normal qu'il se rémunère là-dessus. Ces derniers varient en fonction de la nature du divorce et de la valeur du patrimoine à partager. Voilà, donc ça c'était le premier article. Et donc un article qui parle surtout donc, des contrats de mariage. On va aborder le second article qui parle effectivement des conséquences inattendues du divorce. Donc là, vous avez divorcé ou vous êtes en cours de divorce. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau fiscal? Le premier corollaire d'un divorce, c'est qu'il met fin à l'imposition commune, mais il provoque aussi d'autres conséquences fiscales. Eh bien, il vaut mieux savoir tout ça et on va le voir ensemble. Sous la photo, on dit quoi? Le nombre de parts de quotient familial auquel a droit chaque ex-époux varie en fonction de la présence d'enfants mineurs et du mode de garde choisi. Et oui, on va voir tout ça. Alors, qu'importe que le divorce ait officiellement été prononcé ou pas, dès lors que les époux sont séparés de corps et ne partagent plus le domicile conjugal, ils ne sont plus soumis à imposition commune, et ce, dès le premier jour de l'année où survient ce changement de situation familiale pour ce qui est de l'impôt sur le revenu. Donc vous pouvez aller sur votre espaceimpôt.gouv et déclarer votre nouvelle situation, donc, qui sera donc séparation, avant d'aller déclarer ensuite votre divorce. Concrètement, détaille Dominique Jourde, vice-président chargé des études techniques de l'Ordre des experts comptables, que la séparation effective ait lieu
le 5 février ou le 28 décembre ne change rien. Aux yeux des services fiscaux, le foyer fiscal a cessé d'exister au 1er janvier. Chacun des ex-conjoints doit donc déposer une déclaration en son nom propre au titre de l'année entière et reporter sur ce document l'ensemble des revenus personnels qu'il a perçus durant celle-ci, ainsi que sa quote-part des revenus fonciers ou des capitaux mobiliers communs au ménage. Sans oublier bien sûr ses charges. Pareil, si vous avez des avantages fiscaux, des réductions d'impôts, eh bien c'est chacun sa quote-part. On partage tout ça. Donc la répartition du quotient familial, qu'est-ce qu'on nous dit? Concernant le nombre de parts de quotient familial auquel a droit chaque ex-époux, celui-ci varie en fonction de la présence ou non d'enfants mineurs ou du mode de garde choisi le cas échéant. En cas de garde alternée, chacun bénéficie de 1/4 de part supplémentaire par enfant jusqu'au 2e et de 1/2 part supplémentaire par enfant à partir du 3e. Donc ça, c'est des chiffres qu'il faut avoir en tête. Ne vous trompez pas dans la déclaration. En revanche, en cas de garde exclusive, les enfants doivent être portés à charge du seul parent chez lequel ils résident à titre principal. La conséquence, c'est que celui qui est amené à payer une pension alimentaire à son ex-conjoint peut la déduire de son revenu global. Explique Alexandre Boutin, directeur de l'ingénierie patrimoniale de Primonial. Quant à celui qui la reçoit, il doit pour le moment la déclarer. Mais alors ça, c'est vrai que c'est pas trop normal. Donc ça va peut-être changer avec la prochaine loi de finances. Ça fait partie des bonnes nouvelles de la loi de finances qui est en train de passer un peu en force à l'Assemblée nationale. Et donc on verra si effectivement le mari ou la femme qui reçoit cette pension alimentaire sera exempté de la déclarer. Pour ce qui est de la prestation compensatoire éventuellement due par l'un des époux à l'autre au moment du divorce, ces modalités d'imposition dépendent de la façon dont elle est versée. Dans l'hypothèse d'un paiement de la totalité de la somme dans les 12 mois suivant la date définitive du divorce, le débiteur bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25% du montant versé. Donc c'est souvent le mari qui verse cette prestation compensatoire à l'épouse. Eh bien, il a droit à 25% de réduction d'impôt du montant versé dans la limite de 30 500 euros. De son côté, l'épouse, donc le créditeur, échappe à l'impôt sur la somme perçue. Nous précise toujours Alexandre Boutin. Si à l'inverse, le versement de cette prestation est échelonné sur plus d'un an ou se fait sous forme de rente, les montants annuels ainsi acquittés peuvent être déduits du revenu global de celui qui les paie, mais doivent être déclarés par celui qui les reçoit. Avec là encore, on verra bien si ce changement effectivement arrive à son terme. Et ça serait tant mieux. La modification du régime est toutefois loin d'être acquise. L'amendement la proposant, je ne vais pas cliquer dessus, mais effectivement vous pourrez le retrouver en faisant des recherches. Ayant été adopté contre l'avis du gouvernement. Modifié, donc ça va quand même dans le bon sens. Il faut aussi modifier le taux de prélèvement à la source. Les ex-époux n'ont cependant pas besoin d'attendre la campagne de déclaration de revenus au printemps de l'année suivant leur divorce pour modifier leur taux respectif de prélèvement à la source. Sitôt leur changement de situation acté, ils peuvent faire le nécessaire auprès de l'administration fiscale en mettant à jour la composition de leur foyer fiscal et en indiquant une estimation de leur seul revenu personnel de l'année en cours. Et en matière d'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, la donne est différente, prévient Dominique Jourde, car contrairement à l'impôt sur le revenu, l'IFI porte sur le patrimoine des membres du foyer fiscal dont la composition est appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition. Autrement dit, les contribuables dont le divorce est prononcé au cours de l'année en question ont été obligés de faire une déclaration commune au 1er janvier et restent solidairement tenus au paiement de cette IFI. Enfin, en cas de vente de ce qui constituait leur résidence principale commune, les ex-époux peuvent être tous les deux exonérés d'impôt sur la plus-value. Celui qui a quitté le logement au moment de la séparation échappe en effet à cette imposition, quelle que soit la date du divorce, et ce à condition que son ex-conjoint ait continué à occuper le bien jusqu'à sa mise en vente et que la cession intervienne dans un délai raisonnable en fonction de l'état du marché immobilier local. Voilà, et c'était encore Anne-Lise de France qui nous rédigeait cet article-là. La vidéo a été longue, mais le sujet est majeur. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, un mariage sur deux aboutit à un divorce. Et il faut absolument aujourd'hui prendre les devants. Ne vous laissez pas aveugler par l'amour au moment du mariage. Il faut absolument anticiper
les échéances donc de l'évolution de votre vie au cours du mariage, et éventuellement, si le mariage ne fait plus la maille, si l'amour commence à disparaître, eh bien, ça va souvent vers un divorce et il faut l'anticiper. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos plus réjouissantes.